Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mes chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur CLC, la radio du web, dans l'émission La vie de l'ado. Cette émission passe tous les samedis de 11 h à midi, toutes les semaines. C'est une émission hebdomadaire avec des thèmes que nous changeons chaque semaine. Pour cela, cette émission est présentée par Jean Bougal moi-même et elle est animée par Christophe qui est à ma droite et Clémence qui est à ma gauche. Enzo étant indisponible parce qu'il est occupé ailleurs, bien on a recruté une charmante demoiselle qui va d'ailleurs se présenter tout de suite. Bonjour Clémence, bonjour. Dis-nous d'où tu viens et parle à la caméra et dis bonjour aux téléspectateurs, vas-y. Alors, je m'appelle Clémence, j'ai 16 ans, je suis lycéenne et j'habite à une dizaine de minutes de Ribérac. Voilà Christophe, tu peux te représenter 2 minutes. On te connaît mais tu peux y aller, représente-toi. Je suis Christophe, je suis de Montpont et puis je suis lycéen moi aussi, voilà. Et un ami Clémence. Eh bien, c'est très bien, ami Clémence, donc on va être en bonne compagnie. Cette émission donne la parole aux adolescents, aux jeunes, à cette jeunesse que l'on n'entend pas, à cette jeunesse qui a beaucoup d'idées, qui a un savoir et que nous, adultes, nous n'écoutons pas. Parce que ça nous dérange totalement. Donc nous, on a pris la décision de leur consacrer une émission. Et dans cette émission, ils parlent sans haine, sans violence, sans contrainte et sans tabou. Ils vont s'exprimer avec leur culture, leur vision de notre société, leur vision de leur vie, et ils vont nous donner leur avis de l'ado. Alors, cette émission est enregistrée dans nos studios, au 12 rue Victor Hugo, à Coutras. Eh bien, nous allons commencer par le thème que nous avons choisi aujourd'hui. Il s'agit, hélas, d'un thème qui est dramatique, c'est la guerre en Ukraine. La guerre Russie-Ukraine, si on peut, c'est pas un match du tout, c'est quelque chose de dramatique qui nous touche. Et je pense qu'il va également toucher ces enfants-là, quoi. Hein. Juste un petit rappel comme ça, pour repréciser les choses. Et voir la grandeur de ces belligérants et de leur pays, quoi. La Russie est un pays dont la superficie est de 17 130 000 mètres carrés. Elle compte 144 100 habitants. Vous vous rendez compte ? 144 millions d'habitants. Elle est immense, elle fait 24 fois la France. L'Ukraine, par contre, est plus petite. C'est un pays qui mesure 604 000 km² et qui compte 45 millions d'habitants. À titre d'exemple et de comparaison, la France a une superficie de 544 000 km² et elle compte 67 500 000 habitants. Donc, l'Ukraine, un pays qui a à peu près la dimension du nôtre, envahi par l'Union soviétique, pardon, lapsus non révélateur, par la Russie de Vladimir Poutine. Connaissez-vous les causes de cette guerre, Christophe ? Est-ce que tu connais les causes de cette guerre ? Alors, je prétends pas les connaître, mais je pense quand même qu'une des raisons, ça pourrait être de un, refaire l'Union soviétique, de reconstituer l'Union soviétique, un objectif de Poutine, et de deux, pour les richesses du sol ukrainien. Clémence, que penses-tu de cette guerre ? Quelle est ton idée à ce niveau ? Les causes de cette guerre, pourquoi Poutine s'est-il livré à une guerre pareille, aussi acharnée, sur son voisin ukrainien ? Et oui, cette mégalomanie qui est sans nom, enfin, c'est désespérant de voir tout ça, c'est vraiment affligeant de voir que les humains ont une telle indifférence face aux répercussions de leurs actes sur tout ça pour du profit ou des desseins personnels. Que t'inspire le président Poutine ? Qu'est-ce que tu penses de lui ? Comment tu le vois, ce type-là ? Je le vois pas. Je l'ignore, je le cache. Mais il n'y a même pas de mots pour tout ce que ça... Vous en parlez entre ça adolescents, au lycée, entre jeunes, vous en parlez de ce phénomène, de cette guerre ou pas ?
Bah, pas vraiment, non. Pas vraiment. Non. Au lycée, on est plus là pour essayer d'oublier justement ce genre de tristesse. C'est vrai qu'on en parle un peu, mais. Oublier, tu as dit quelque chose de bien, parce que si tu oublies, c'est que tu y penses. Christophe, que penses-tu du président Poutine? Bah, un peu au même titre que Clémence ressent un profond dégoût, hein. Moi, je sens quelque chose. Je comprends l'intérêt, je comprends ses raisons, mais je les accepte pas. Franchement, je les tolère pas. Alors, quelles et sont ces puis- raisons, d'après toi? Mais lui, il pense qu'il a un droit. Lui, il pense qu'il a un droit de faire ça, que pour lui, l'Union soviétique n'ait jamais cessé d'exister et que, au final, il fait que reprendre son bien. Et pourtant, l'Ukraine est un pays indépendant, quand même. Oui. L'Ukraine est en train Mais ça, d'essayer de c'est rentrer dans Poutine l'Europe. qui semble l'ignorer. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, il est intéressé plus par les biens naturels que possède l'Ukraine et les richesses qu'elle représente. Et il ne veut pas voir une fraction de l'ancienne URSS partir vers l'Europe. C'est ça, Ouais. d'après toi, bon. Oui. On parle toujours de gens qui l'entourent et on appelle ça les oligarques. Qu'est-ce que ça représente pour toi, les oligarques? Les oligarques, c'est quoi Alors, l'oligarchie, c'est un groupe de gens qui maintient le pouvoir et qui le garde dans son sein. Ouais. Je sais pas si Poutine fait vraiment partie en soi d'une oligarchie, parce que on m'a toujours dit, en tout cas, qu'il concentre le pouvoir et qu'il le garde, qu'il le monopolise et qu'il s'isole. Mais il doit bien le partager avec quelques généraux, peut-être. Mais ça, j'en sais pas plus. Et toi, quel est ton point de vue? Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un oligarque? Si tu sais pas, tu me dis je sais pas et je vais t'expliquer. Mais tu dois le savoir. Oui, je le sais, mais après, je pense que c'est qu'une espèce de couverture, entre guillemets, pour montrer que c'est pas un réel dictateur, une seule personne. Il prétend que le pouvoir est un peu réparti, mais je pense qu'il le concentre plus pour lui et que cette mégalomanie. Alors c'est plus vicieux que ça, vous êtes un peu Encore sur la plus, piste, mais c'est plus vicieux que ça. Effectivement, il concentre tous les pouvoirs, c'est l'oligarchie à l'état pur. Mais les oligarques sont les gens qui l'entourent et qui ramènent de l'argent, qui ont, avec les deniers publics de l'ancienne Union soviétique, acquis des biens, développé des grosses sociétés dans le domaine du pétrole, de la chimie, de la recherche. Et ces 57 personnages qui entourent le président Poutine sont ceux qui amènent de l'argent. Donc ils sont partout, ils sont patrons du club de football de Chelsea, par exemple. Ils ont des intérêts financiers en Europe, aux États-Unis, partout. Et d'où les conséquences des mesures financières prises par l'Europe, on va le voir plus tard. Mais pour en venir à Poutine et à cette guerre qui est atroce, effectivement, il a sorti de son tiroir la menace de l'arme atomique. Qu'est-ce que ça vous dit, ça? Quand on parle de l'arme atomique, ça te fait peur? Ça te fait penser à quoi? Oui, c'est un peu le... Comment dire? C'est un peu l'arme... Enfin oui, c'est l'arme ultime, mais dans le sens où on peut pas vraiment répondre à ça, parce que si on s'engage dans un conflit comme ça, ce sera que des destructions massives et ça ira pas... On s'en sort pas, quoi. C'est un peu un cercle vicieux, quoi. Volodymyr Zelensky. Ça t'inspire quoi? C'est qui ce monsieur-là? Bah, ce monsieur, c'est le président de l'Ukraine. C'est le président d'Ukraine, oui. Ouais. Et alors, comment tu le vois, lui? Alors, en géopolitique, j'ai un peu vu comment il est arrivé au pouvoir. Bon, bien sûr, par les élections, hein, mais c'est assez marrant parce que c'est un acteur à la base, très populaire en Ukraine, qui a, comme il était populaire, un petit peu comme si un influenceur des réseaux sociaux était propulsé à la présidentielle, se présentait et passait. C'est ça qui s'est passé pour Comme Zemmour, alors? Non, Zemmour, Ah bon, ça n'a rien à voir. Ah bon, Et, je pensais. et c'est quelqu'un... C'est vrai, c'est pas un comique, Zemmour. Non, c'est pas un comique, non. Et Vladimir Zelensky, oui, je crois que j'ai bien prononcé son nom. Oui. C'est quelqu'un qui aime beaucoup son pays, qui aime beaucoup son peuple, et qui est aimé en retour. Et surtout en ces temps forts, et moi je le respecte beaucoup. Et vraiment, il a un courage et une hardiesse à toute épreuve. Alors, il fait souvent appel à l'Europe. Hein. Quel rôle, d'après toi, peut jouer l'Europe? L'Europe, c'est ce grand pays, cette concentration de 36 pays européens, 37 pays européens qui se sont mis ensemble et qui portent assistance à l'Ukraine. Comment tu vois ça? Est-ce que tu es pour? Est-ce que tu es favorable? Est-ce qu'on devrait s'engager? Est-ce que...
Quel est ton sentiment? Mais alors s'engager ou pas, ça, c'est une grande question, mais en tout cas, je pense qu'ils savent pas trop quoi faire. Ils essaient de montrer que ça les touche beaucoup, et oui, ça nous touche, mais qu'ils voudraient y participer, mais en même temps, ils bougent pas trop, ils sont un peu indécis. Et pourquoi ils bougent pas trop d'après toi? Bah, parce que je pense que s'engager dans un conflit avec Vladimir Poutine, ça doit faire peur. C'est clair. Puis, Et toi, si on s'engage dans un conflit comme ça, qu'est-ce qui va nous arriver? À nous, Européens? Si on s'engage dans un conflit comme ça, c'est une déclaration de guerre, non? C'est ça? Ben oui. Mm. Alors, oui, parce que vous avez entendu parler de l'OTAN. Oui. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire de l'OTAN? L'OTAN, c'est la réunion, ça a paru après la Seconde Guerre mondiale, il me semble. Oui. Et c'est l'union de plusieurs pays, notamment de l'Europe, mais aussi les États-Unis. C'est l'organisation du traité d'Atlantique Nord. Voilà. Donc, et tous les pays européens et sont ça a un avec principe, les États-Unis. Avec les États-Unis. Et le principe, c'est que si un pays est agressé, eh ben, tous les autres ont le devoir de lui porter assistance. Tu es d'accord avec ça? Donc, ce qui explique que l'OTAN envoie du matériel, de l'armement peut-être, mais du matériel à l'Ukraine, mais ne peut pas rentrer dans le conflit. Se rend dans le conflit systématiquement. Il a fait sentir, Poutine, hein. Il a dit, si jamais ça rentre, je déclenche une guerre atomique. Et je mets sous pression, il a dit publiquement, hein, et je mets les forces pouvant exercer cette fameuse arme nucléaire. Alors, quels sont les risques si jamais il y avait une guerre nucléaire? Qu'est-ce qui arriverait, d'après toi? Est-ce que ça t'inquiète? Qu'est-ce que tu connais de... si je te dis, non, NBC, vous ne connaissez pas. Nucléaire, biologique, chimique, vous ne connaissez pas. Ben, c'est la guerre nucléaire, biologique et chimique, parce que les effets seront nucléaires, mais ils seront biologiques, il y aura des malformations, puis elle sera chimique, parce que ça va tout pourrir. Donc, qu'est-ce qui va se passer si jamais on rentrait en conflit avec ce type-là? Je pense qu'on n'en sortirait pas. Pourquoi? Bah, parce que rien que pour parler de tout ce qui est atomique, enfin guerre atomique et nucléaire, je pense que déjà rien que la destruction provoquée par déjà rien que par la bombe nucléaire ou des missiles nucléaires, c'est les dégâts qui sont incommensurables, et puis même sur les générations futures concernant ce que tu as dit avec les malformations, tout ce qui est pollution, radioactivité, tout ça, ça fait peur. Hein. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de l'utilisation de la guerre, de la bombe atomique par l'une ou l'autre des puissances, hein, par l'OTAN ou par la Russie? Qu'est-ce qui se passerait? Franchement, ça m'étonnerait que ça arrive, hein, parce que, à moins que quelqu'un ait une soudaine envie de tout faire péter, de tout raser, qu'il n'y ait plus de planète, bon, il n'y aurait pas vraiment de vainqueur de ce conflit, puis il n'y aurait plus vraiment grand-chose après, quoi. Hein. Voilà. Et la réaction de Poutine ne te fait pas peur? Il n'est pas capable de réagir comme ça? On ne sait pas comment il pourrait... Bah, on ne sait pas jusqu'où peut aller, parce que ce qui paraît, il est peut-être fou, mais bon, la guerre froide, c'était essentiellement de ça, hein, des menaces de l'arme nucléaire. Hein. Vous avez peur de ça? Est-ce que tu as peur d'un conflit nucléaire? En tant que jeune, est-ce que tu as peur ou tu n'en as pas conscience? Et ça fait peur, oui, mais après, je pense que, comme Christophe, je pense pas qu'ils en viendront là, parce que déjà, premièrement, parce que s'il y en a, il y a l'une des puissances qui envoie, que ce soit un missile ou une bombe, hein, eh ben, il y aura des représailles, et ce sera lui qui sera détruit. Une donc, réplique. Voilà. Donc, autrement dit, on arrivera à la destruction de la Terre. Oui. Enfin, parce qu'à ce niveau de puissance atomique, on risque d'entraîner une faille terrible, et la Terre peut... être ravagée. Hein. Être ravagée, hein, c'est certain. Quelque part, c'est une protection aussi. Oui, c'est ça, voilà, c'est une force de dissuasion. Oui. Mais là... Donc, juste une dernière question. Faut-il accueillir en France les gens qui quittent leur pays, les Ukrainiens, pour fuir la guerre? Faut-il les accueillir? Est-ce que tu es d'accord pour les accueillir? Et est-ce que chez toi, tu serais d'accord pour accueillir une famille? Oui, je pense qu'il faut les accueillir, ceux qui ont peur et qui sont en danger, qui sont pas protégés. Oui, je pense qu'il faut il faudrait les accueillir. Oui, c'est sûr. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense qu'il faut les accueillir. Oui, évidemment. C'est quand je vois mon prochain qui est en danger, qui a besoin de se réfugier, je me sens dans le devoir de l'aider. Et pourtant. Juste une simple parenthèse, j'ai quand même entendu dans mon lycée des jeunes dire
Et pourquoi est-ce que eux, on veut les aider et on n'aide pas les SDF dans la rue, tout ça? Alors, qu'est-ce que tu réponds à ça? Pourquoi on n'aide pas les SDF et qu'on aiderait ces gens-là? Est-ce que ça a une commune mesure? Alors, ça n'a pas la même portée, mais comment dire, c'est comme si parfois ils se sentaient un peu aussi obligés de le dire, ne serait-ce que pour déjà pour faire bonne impression, parce qu'ils vont pas dire non, on les accueille pas, sauf s'ils sont d'extrême droite ou ça sous-entend qu'il y a une forme de xénophobie et de racisme et oui. de préférence nationale. Oui, mais je pense que quand les bombes tombent sur les villes et tuent les civils, il n'y a plus de préférence nationale, c'est l'homme qui doit compter. Oui, et je suis d'accord avec vous, il faut les accueillir le plus rapidement possible. Avant de les accueillir, on va faire une pause musicale et puis on reprendra l'émission après. Merci. Eh bien, c'est reparti pour la deuxième partie de l'émission, avant une autre pause, mais là, nous allons, dans le domaine de l'avis de l'ado, avoir et obtenir les avis de nos deux adolescents, concernant notamment, juste avant ça, on vient d'avoir un témoignage émouvant. Il est derrière la caméra, notre cadreur, Gérard Pommier, nous a fait part de quelque chose d'extrêmement touchant. Son fils est parti récupérer sa belle-mère, il habite Nantes, il est parti récupérer sa belle-mère à la frontière, après à la frontière polonaise et d'Ukraine. Une maman de 70 ans qui vivait seule sous les bombardements, qu'il a pu récupérer, qu'il est revenu. Vachement émouvant. Félicitations, tu embrasseras ton fils pour nous et ta belle-mère, sa belle-mère aussi. Puissent tous les Français faire pareil. Parce que le jour où ça va nous arriver, on sera bien content de se tirer quelque part au calme. Donc on va continuer et puis on va chercher à comprendre et avoir l'avis des jeunes, l'avis des ados sur le phénomène de la guerre. Il y a toujours eu des guerres et je pense qu'il y en aura toujours, mais que veulent les gens comme Poutine, qui en l'occurrence est l'agresseur? Qu'est-ce qu'ils veulent? La conquête du pouvoir, ou alors ils sont manipulés par la finance internationale? Quel est ton avis? Pourquoi ils font ça? Pourquoi? Alors Poutine, c'est un cas particulier. Moi, un cas particulier, comme tous les chefs des dictatures en sont tous des cas particuliers. Est-ce qu'il est fou? Est-ce qu'il sait toujours ce qu'il fait? Bon, c'est des questions que certains se posent. Est-ce qu'il a toute sa tête et est-ce qu'il le fait délibérément? C'est aussi une thèse qu'on peut soutenir. Dans tous les cas, c'est extrêmement effrayant de voir à quel point quelqu'un peut se dire, peut prendre la décision de conquérir un pays, d'écraser tout ce qu'il y a autour, et de toujours être dans l'optique que lorsque nous ne sommes pas en guerre, nous sommes en paix, mais c'est uniquement pour mieux préparer la guerre. J'ai fait allusion à la finance internationale, au capitalisme mondial, au transfert d'argent, aux cotations boursières. On voit que ça va s'effondrer, eu égard aux mesures prises par l'Europe par rapport à la Russie. Est-ce que tu penses que le pouvoir de l'argent influe sur la décision de faire la guerre? Est-ce que c'est le nerf de la guerre? C'est le cas de dire. Est-ce que l'argent est la motivation essentielle ou est-ce que ça permet de continuer ou de faire la guerre? Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, un peu tout. Un peu tout dans le sens où Poutine, après, déjà, quand on pense que c'est l'un des présidents, l'un des dirigeants les plus riches par rapport à plein de propriétés qu'il a, je crois, et il a une fortune qui cache un peu partout dans plusieurs pays différents. Déjà, rien quand on sait ça, c'est que forcément ça doit l'intéresser quelque part, mais je pense que ça fait partie, mais dans un autre sens, il y a aussi la part de cette mégalomanie qui fait qu'il veut recréer et retrouver la gloire de l'ancienne URSS. Donc je pense qu'il va commencer par l'Ukraine. Et après la Biélorussie, bon, comme il me semble que le président biélorusse, il avait pas fait, il le soutient. Bien sûr, oui. Oui. Donc je pense que pro-russe, oui. Voilà, donc tu penses qu'il y a un besoin de dominer et un besoin de s'approprier les richesses? Oui. C'est ça? D'être grand, d'être puissant, d'être aussi. Parce qu'en plus déjà c'est le plus grand pays du monde en termes de superficie, peut-être pas en termes d'habitants, mais c'est quand même quand on voit la taille, rien que sur un planisphère, rien que quand tu as dit la taille. 24 fois la France. C'est énorme. Même s'il y a des zones inhabitées, c'est déjà que c'est un grand pays. Et si en plus il y a d'autres
d'autres pays qui y sont rattachés, mais après pas dans un sens de superficie, de superficie, mais de comment dire, de en termes de puissance, de ressources et de oui, c'est ça qu'ils recherchent, je pense, hein, en partie. C'est un pays qui te plairait de connaître ou pas maintenant, mais la Russie t'a attiré déjà ou... Oui, il y avait plusieurs films qui donnent envie d'y aller, mais c'est vrai que quand on voit le dirigeant, ça donne beaucoup moins envie d'y aller. Mais après, c'est comme la Chine, par exemple, même si le dirigeant... Bon, après, on peut pas comparer ces dirigeants-là, mais comme le Xi Jinping, le dirigeant de la Chine, même si c'est une dictature, c'est un magnifique pays et ça donne très envie d'y aller. Donc, quelque part, même si la situation actuelle donne pas envie d'y aller du tout, et le fait que ce soit Poutine le dirigeant, encore moins, mais je pense que ça... Si c'était pas en temps de guerre, je pense que oui, que je pourrais y aller ça pourrait être intéressant. Lorsqu'un pays comme ça envahit un autre pays, en l'occurrence la Russie est en train d'envahir, de raser l'Ukraine et puis l'envahir, et après il va falloir qu'ils s'installent, ils vont rester. On appelle ça la colonisation. C'est de la colonisation. Ils vont coloniser un pays qui ne leur appartient pas. Tu es d'accord avec moi? Est-ce que la majeure partie des guerres ont pour, soit pour objet ou soit pour conséquence la colonisation? Oui, dans le cas de si l'on veut envahir. Mais on colonise une terre, on colonise un peuple, mais c'est aussi importer sa culture. Là, est-ce qu'on va... Tu veux dire qu'il y a la colonisation par la paix et par la force. Le résultat est le même, on domine. Oui. Mais là, c'est par la force. Et il ne pourra pas porter la culture, puisque c'est la même culture, c'est la culture russophone, l'Ukraine. Mais est-ce que d'après toi, il va coloniser ce pays et dans le but de piquer les richesses? Dans le but de piquer les richesses, ouais. Oui. Après, moi je pense surtout que c'est vraiment, comme Clémence l'a déjà affirmé, dans le but de reformer l'URSS. Alors pourquoi? Parce que si c'était vraiment l'argent le nerf de la guerre, en tout cas le mobile principal, bah alors il serait calmé à partir du moment où l'OTAN, l'Europe, les États-Unis, bon, un peu tout le monde entier est boycotté de toutes parts les États-Unis, la Russie. Parce que là, l'économie en Russie va au plus mal. Ouais. Est-ce que vous avez noté dans les déclarations du président Poutine un certain racisme par rapport à ses, entre guillemets, frères, puisqu'ils sont slaves et russophones, ukrainiens? Il n'aime pas les Ukrainiens, ça se voit. Il les traite de nazis même. Ouais. Donc il n'y a pas un problème de xénophobie ou de racisme là aussi? Alors là, je pense pas que ce soit vraiment du racisme ou de la xénophobie. En fait, ici, je pense que c'est de la propagande. Parce que les discours de Poutine, nous allons les analyser avec du recul, mais les citoyens russes, eux, par contre, vont beaucoup plus les boire comme parole d'évangile. Et lorsque Poutine dit que les Ukrainiens sont des nazis, c'est pour donner une raison pour les attaquer. C'est donner une autre raison, c'est de la propagande. La propagande. La prochaine émission, on va traiter des influenceurs, et la propagande, c'est de l'influence. Donc, c'est un sacré influenceur, alors Poutine. On y viendra tout à l'heure dans notre émission, la semaine prochaine. Néanmoins, la propagande, c'est vrai qu'elle existe. On ne sait plus qui croire. Tu es d'accord? Alors, est-ce qu'on nous ment? Est-ce qu'on nous fait peur? Est-ce qu'on cherche vraiment à nous faire peur? Puisque on est affolé de partout. Les médias, les généraux qui vont sur les plateaux de télévision nous expliquer qu'il faut se préparer. Bon, je sais pas. Il y a un sondage qui est récent, hein, c'est d'hier. 90% des Français, des citoyens français, sont inquiets. Seuls 10% sont rassurés, mais 90% pensent qu'il peut y avoir une guerre. Vous imaginez si jamais... Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ça te fait peur ou t'es à l'Est? C'est le cas de dire. Hein. On va dire tu es à l'Ouest alors. C'est-à-dire que oui, enfin, quelque part, les médias sont censés être objectifs et ne pas donner de position, alors que pas, non. Enfin, parfois on sent que c'est dirigé vers un côté ou un autre. Enfin, là, j'ai plus d'exemples. Tu le ressens ça? Oui, mais plus par rapport au Covid. Ah oui. Mais parce que même si là, on parle de la guerre, j'ai un peu plus assisté à tout ce qui est Covid et tout ça. Et là, c'était vraiment c'était la foire. On nous donnait des avis qui étaient complètement contradictoires.
mais dans une période assez courte, donc on sait plus qui croire, et puis on peut pas vraiment le vérifier. Enfin, c'est difficile et on connaît pas, on n'a pas la science infuse non plus, donc on peut pas savoir. On est bloqué, et donc on tâtonne quoi. On sait pas vraiment. Donc est-ce que vous n'êtes pas un petit peu paumé depuis 2 ans et demi, entre le Covid et tout ce qu'on nous a raconté, et les influences mauvaises qu'on a subies, que vous avez subies de plein fouet, vous qui êtes en construction. Et puis maintenant, il nous tombe sur la tête cette guerre qui nous met, pareil, en effroi et qui nous fait peur. Donc, qu'en pense la jeunesse? Où tu en es là? Tu diriges ta lanterne sur le bon chemin, ça va, ou t'es paumé un peu? Bah oui, paumé. Alors je pense qu'il vaut mieux essayer de prendre un peu de tout ce qu'on peut, et puis quelle confiance accordez-vous aux adultes, à nous qui sommes censés vous apporter la sérénité, la paix, de tracer votre chemin d'avenir? Vous n'en êtes pas là, puisque si j'en crois, vous avez confiance en l'avenir là? En l'avenir. Oui, en demain. En demain, sur s'il y aura la guerre ou s'il n'y aura pas la guerre. Ben là, on sort de la guerre du Covid. Là. Ouais. L'ennemi est aux frontières, il va peut-être revenir cet hiver. On ne sait pas. En tout cas, on nous a bien promené pendant 2 ans. Quoi. Ouais. Et maintenant, on nous fait peur, on sort le fantôme de la guerre atomique. Et moi, ça me fout un peu les boules. Quoi. Ça me fait un peu peur. Quoi. Pas toi? Moi, j'ai entendu des gens qui disaient, des adolescents, et aussi un prof d'histoire géopo qui disait que la menace atomique, pendant la guerre froide, on en avait l'habitude, on la tutoyait presque, ça arrivait de temps en temps qu'il y ait la menace atomique et que souvent on n'est vraiment pas passé loin qu'une bombe nucléaire soit envoyée du côté russe ou du côté États-Unis. Et que là, avec l'amplification des médias et le fait que on pensait que la guerre froide s'était terminée depuis longtemps alors que non, la preuve, on surréagit un peu. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'amplification et de surréaction. Je pense pas qu'on est à la veille d'une guerre européenne contre Russie. Je pense pas du tout. Mais après, le risque zéro n'existe pas. Donc évidemment, faut pas non plus vivre en autruche. Et dans ce cas, seriez-vous volontaire, si on entre en guerre, chère mademoiselle Clémence, tu serais volontaire pour prendre un treillis, un fusil, puis aller défendre ton pays? Comme le font les filles en Ukraine ou les jeunes en Ukraine? Qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu as pensé à ces fameux soldats qui envahiraient la France et qui tueraient les vieux et violeraient les jeunes et les femmes, comme c'est le cas dans toutes les guerres? Tu as la cible que tu représentes là? Faut en parler aussi de ça. Ça te chagrine pas? Pas pour l'instant. Après, moi, je me sens protégée quand même. Et puis, c'est compliqué de répondre parce que, dans un sens, rien que le fait de vivre en campagne déjà, après ça veut rien dire, mais je pense que quand on devient soldat, à force de voir toutes les horreurs qu'ils voient, ils deviennent un peu. Ma question, serais-tu capable de prendre les armes pour défendre ton pays et aller à la mort? Parce que quand on prend les armes pour défendre son pays, en règle générale, c'est de la chair à canon. On ne fait pas le poids devant l'artillerie ni devant les moyens modernes de destruction massive. Donc le soldat avec son fusil, c'est fini ça alors. Mais tu serais capable de faire comme tous ces jeunes, de donner ta vie pour ton pays? Je pense que peut-être que je serais volontaire, mais je pense que j'y arriverais pas à tuer, même si. Parce qu'en soi, c'est pas l'armée adverse le problème, c'est les dirigeants, quoi. C'est pas. C'est ceux qui provoquent. Je pense que je serais pas capable de tuer ou de... Bon, il n'y a pas que monter au feu et avoir un fusil, il y a d'autres actions dans le domaine de la guerre. Il y a aussi ce qu'a créé le général de Gaulle et que font les Ukrainiens, la résistance. On peut résister, on peut saboter, on peut tuer d'autres façons, on peut tuer pas tuer les êtres humains, mais on peut détruire des infrastructures, aider au cheminement on peut apporter son secours en tant que... Oui, si le pays est occupé, oui. Voilà. Donc, quel est ton sentiment? Est-ce que tu serais capable je te le demande, d'aller donner ta vie pour ton pays, pour la France? Non, franchement, non. Je préfère me tailler, prendre mes parents, mes jambes à mon cou, mes amis, et puis je suis pas Rambo, moi. Et tu penses que beaucoup de jeunes pensent comme toi? Puis il y en a qui se disent qui sont plus téméraires, je pense, et qui seraient bien capables de prendre une arme et courir au plein milieu d'un champ, se prendre une mine et au revoir. Mais je pense qu'il y en a d'autres qui seraient plus sensés et qui penseraient plutôt à leur vie et à ceux de leurs proches.
Donc vous privilégiez plus l'amour que la haine, Oui, le dialogue que la bagarre. oui, Oui, oui. c'est ce que pensent les jeunes. Bah, j'espère, oui, parce que sinon on est mal barré. Oui. Franchement, mais et Ben, sur ces quelques paroles, on va encore faire une pause musicale et puis on va en discuter pendant la pause. Merci, à tout de suite. Eh bien, très heureux de vous retrouver à l'issue de cette deuxième pause. Et on va reprendre le débat. On a évoqué pendant la pause, tu nous disais, Clémence, sur le conseil avisé de notre cadreur, parce qu'il participe activement, c'est quelque chose qui l'intéresse, ce cher Gérard. Et il nous a mis sur une piste qui est réelle. Comment penses-tu que Poutine peut arrêter la guerre ? Mais Poutine arrêtera. Enfin, ce sera pas lui directement, mais son peuple. Enfin, personne veut cette guerre. Il y Parle à la caméra. a quasiment que lui Voilà. qui la veut, la guerre. Et donc, Regarde. son peuple, il se retournera tout seul contre lui. Il se fera avoir tout seul. Et. Ouais, parce que en soi, ce sera lui qui sera renversé. Vu que personne la veut, la guerre. C'est affreux. Personne ne se dit ah oui, c'est trop bien, il y aura la guerre, on va récupérer l'Ukraine. Personne ne se dit ça. Ou alors très peu de gens. Mais il se fera retourner tout seul. Les Par les femmes, siens. c'est ton point de vue, et il est très réaliste. Et les femmes sont-elles plus violentes que les hommes s'il y avait un conflit? Est-ce que tu serais aussi violente qu'un homme? Ah, je sais pas. Toujours cette pudeur de la femme, toujours cette Après, virulence peut-être. Oui. virulence, voilà. Peut-être plus le virulence mot que violence, oui. D'accord. Et comment tu vois la femme du XXIe siècle dans ce monde agité où on nous fait peur, où il y a des guerres, où il y a des cataclysmes? Comment tu vois, toi, tu es une femme, une mère porteuse bientôt, tu auras un enfant et tu l'amèneras vers la fin du XXIe siècle. Comment tu te vois œuvrer, tu te vois dans ce siècle à venir? Quelle est ta place? Bah, moi, je Au trouve plan de que- l'égalité avec l'homme, ça avance, ça régresse ou ça emmerde tout le monde et vous n'y arriverez pas? Bah, moi, je pense que ça avance plutôt bien, hein, concernant l'égalité homme-femme. Bah, après, mis à part, il y a toujours des petits endroits où ça coince, où c'est plus compliqué. Comme par exemple les salaires, où c'est incompréhensible d'ailleurs, mais Donc au niveau de l'égalité, au niveau des droits, il y a encore du travail. peut-être un peu, oui. Et au niveau de l'orientation sexuelle, je vais parler crûment. Hein. Nous, mecs, on veut aller voir une nana, on veut tirer un coup, ça se fait, puis au revoir. On est un don juan. Vous, si vous faites ça, vous êtes une salope. Ouais. Ça évolue, ça? Ou vous allez prendre votre place dans cette société ou vous attendez que le train passe? Mais on aimerait bien la prendre, cette Eh ben place. alors, qu'est-ce que t'attends? Mais on aimerait bien, mais il y a tellement de T'as un préjugés. micro, t'as une dessus. caméra, vas-y, parle. Il y a tellement de préjugés là-dessus sur oh là là, les femmes, non, elles veulent jamais rien, les filles, elles sont alors que dès qu'elles veulent quelque chose, oh là là, tout de suite, on les insulte, alors que les mecs, limite, c'est normal. Ben, ce que je viens de dire, voilà. Voilà, c'est normal, c'est bravo champion, ouais, bravo. Alors que nous, on peut, si on change par exemple, si on change de partenaire sexuel ou alors si on veut pas s'engager dans une relation sérieuse et que voilà qu'on veut profiter, et ben non, on sera toujours critiqué derrière, je pense. Dis-leur qu'ils changent. Changer les mecs, faut ouvrir les yeux un moment, faut aussi s'ouvrir à nous et pas que rester sur vos petits préjugés qui font que ça bloque. C'est aussi, ça vient de vous aussi. Peut-être que nous, on n'a pas envie de rentrer dans ce genre de débat parce qu'on sait comment ça finira, mais peut-être qu'il faudrait plus qu'on s'affirme. Mais après, c'est gênant, c'est difficile. Nous, les filles, on est toutes tranquilles, toutes douces. Tout, En tout cas, vous êtes des sacrées guerrières. Ce que tu viens de dire, c'est un discours de guerrière. Tu défends la gente féminine, c'est bien. Et il est grand temps que vous preniez votre place dans cette société. Parce que le jour où tu vas aller à la guerre, tu te battras comme un mec. Tu dis t'as peur de tuer, mais tu construiras la paix à travers l'action que tu mèneras. Et ce que tu viens de dire, c'est quelque chose de beau. J'espère que d'aucuns vont en tenir compte et que ça apportera un peu plus de respect à la gente féminine. Et puis que tu te décideras avec toutes les femmes, vous déciderez à vivre et puis à dire aux mecs, on n'en a rien à foutre de vous. Bosse, et tes diplômes, et ta situation, et tu n'auras plus besoin de moi. C'est fini le temps où le mec nourrissait sa femme, puis allait faire le con et gaspiller le pognon. C'est terminé maintenant. On s'est géré toute seule. L'égalité, elle part de là, les droits partiront de là. Tu vois? Ben, c'est merveilleux ce que tu viens de dire. On revient à cette satanée guerre et on va revenir à la paix, puisque là, tu as enclenché quand même le phénomène de la vitesse de la paix. Paul Valéry.
vous avez tous entendu parler de ce merveilleux écrivain, ce poète, a dit les guerres sont faites par des hommes qui se tuent et ne se connaissent pas, au profit d'hommes qui se connaissent et ne se tuent pas. C'est ça la guerre. Et en mai 68, moi je l'ai vécu, il y avait un slogan qui venait des hippies et qui disait « Faites l'amour, mais pas la guerre ». C'était pour inciter les soldats américains à ne pas aller à la guerre du Vietnam. Le plus illustre de tout fut Mohamed Ali, qui s'appelait Cassius Clay et qui a décidé de se retourner dans sa négritude et de s'appeler comme s'appelaient ses ancêtres. Il avait choisi Mohamed Ali et il avait refusé d'aller au Vietnam. Donc ça, c'était « Faites l'amour et pas la guerre ». Et on en vient à ce que tu viens de dire, c'est assez éloquent. Hein. Alors, participer à l'effort de paix, à la construction de la paix, tu viens d'adresser un sacré message. Qu'est-ce que tu penses du message qu'il vient d'adresser dans ce temps de guerre où l'homme se bat avec lui-même et bat la femme? C'est aussi une guerre homme-femme. Allez, qu'est-ce que tu viens d'entendre? Qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce qu'elle a participé à l'effort de construction de la paix qui existe entre cette guerre homme-femme? Il y a toujours une guerre homme-femme, il y a toujours le dominant, le dominé, vous en parliez. Donc, on pourrait peut-être faire pareil pour l'autre forme de guerre. Mais là, qu'est-ce que tu penses des propos que vient de tenir Clémence? Bon, je n'ai pas intérêt à dire une bêtise parce que là, sinon, je vais me contenter de dire... Non, tu parles sans haine et sans crainte, sans tabou, tu dis ce que tu as à dire. Oui, c'est tout. Dès l'instant où tu... Elle a raison, Clémence. Hein. Oui. Puis, il faut que les mentalités évoluent, et tant mieux si ça évolue. Et que ça évolue dans le bon sens, bien sûr, hein, pas que ça régresse. Puis, bon... Heureusement que ça évolue et que on s'ouvre petit à petit, qu'on écoute plus les femmes et les autres qui essayent de montrer qu'ils existent. Si je t'écoute bien et que j'essaie d'en extraire la substance, tu es en train de me dire que l'amour passe au-dessus de tout. J'ai écouté ce qu'elle a dit, c'était beau. Elle a dit des paroles d'amour, là. Elle les a dites de façon guerrière, mais elle a dit des paroles d'amour. Donc l'amour est une solution à la guerre? Ou alors il faut être pédé et dire dès que tu parles d'amour, je veux dire, on te traite de pédé, on te traite de dégonflé, de gonzesse, de poule mouillée. Non. Moi je connais des mecs qui jouent au rugby, qui font de la boxe et qui sont humanistes. L'humanisme par rapport à cette violence, est-ce qu'elle a son siège? Est-ce qu'elle a son mot à dire? Est-ce qu'elle existe? L'humanisme par rapport à la violence, est-ce que ça existe? Heureusement que oui, ça existe. Et pourtant, est-ce qu'il n'y a que ça? Je pense pas. Est-ce qu'il n'y a pas un mélange entre le conflit qui est inévitable et en même temps le dialogue? C'est ce qu'essaye de faire le président de l'Ukraine avec le président de la Russie, mais aussi les autres dirigeants comme Emmanuel Macron qui a de temps en temps des coups de fil avec Poutine. Il faut savoir mélanger les deux, oui. On ne peut pas parler de cette guerre sans parler des élections présidentielles, puisqu'on a tenu une émission à ce sujet, et on a le sentiment de dire que les élections présidentielles sont faussées. Macron est toujours devant les caméras, il appelle toutes les 5 ou 6 heures Poutine, comme s'il allait changer la face du monde. Il est en train de s'installer dans un rôle napoléonien qui va sauver, grâce à quoi? À sa structure. Là aussi, c'est pas faussé. On passe pas à côté de quelque chose, là? Parce qu'il y a des hommes politiques, quand même, des gens qui se présentent, qui ont été, peut-être pas les complices, mais les co-auteurs ou les amis intimes de... Je pense à Mélenchon, je pense à Zemmour, je pense à Marine Le Pen. Oui, qui ont défendu pour Poutine, ces gens-là. Oui. Qui ont au moins dit que Poutine n'envahirait pas l'Ukraine. Certes, il ne faut pas l'oublier, mais il faut toujours prendre du recul par rapport à ce qu'on nous dit et ce qu'on nous montre, surtout quand on sait qu'il y a une forte image, un travail sur la communication et l'image qui est renvoyée. Voilà. J'ai le sentiment qu'on est en train de nous pousser à aimer les Ukrainiens, à détester les Russes. Et il y a des gens de la communauté russe que je connais qui nous ont appelés dans le cadre de l'association et qui voudraient qu'on intervienne parce que ils y sont pour rien, ils sont d'origine russe et on voudrait les foutre dehors alors qu'ils sont nés en France. Où on va là? Tu vois les conséquences de la guerre, on tombe dans l'extrême encore une fois. Quoi. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Tu serais prêt à accueillir, à conseiller un Russe qui veut se cacher parce que il y a des gens qui sont assez fêlés en France pour les tuer, ces gens-là.
On voit ce qui s'est passé avec Samuel Paty. Tu serais prêt à en cacher un ou à en aider un d'origine russe ou pas? Ou Oui. c'est un salaud comme Poutine? Non, bah alors là, mais non, si on tombe là-dedans, on n'a pas fini. Parce qu'on fait l'amalgame entre. Juste parce que le dirigeant qui est le nerf de la. Enfin, qui provoque la guerre est russe, et ben ça veut. C'est comme c'est leur représentant, et ben ils devraient tous être comme lui, alors que pas du tout. Ça n'a rien à voir, c'est juste qu'on fait. C'est un amalgame et presque un cliché, ça devient presque un cliché. Alors, dans le cadre de la guerre, vous avez vu qu'on a exclu tous les sportifs. Depuis le football, en passant par les sports d'hiver, tous les sportifs russes, le tennis, on n'en veut plus. Normal ou pas? Non, pas normal. Pourquoi? Pas normal parce que c'est des humains comme des autres, et puis c'est voilà qu'il faut voilà, c'est ce que je disais, Mais ils représentent quand même la nation russe. Oui, bien sûr, mais c'est pas pour ça une nation agressive. Moi, je crois qu'il faut plus les voir sur le plan international. Ça fait partie des mesures de restriction, restrictives, des mesures de coercition qu'on a à l'encontre de ces gens-là. Pourquoi on irait faire la Coupe du Monde de football avec l'équipe russe qui bombarde impunément et dont pour le moment le peuple est d'accord? Pour le moment, je dis bien. Moi, je trouve Pour que le moment, le peuple dit rien en tout cas. Bah, ils ont intérêt. T'as vu le nombre d'arrestations qu'il y a tous les jours? Il y a des Moi, je trouve manifestations. ce que Clémence dit est extrêmement intéressant. C'est vrai que ce sont des hommes, avant d'être des Russes, des hommes de la Terre, des hommes de l'humanité. Mais malgré tout, c'est pas contre eux qu'elle ait pris cette mesure. Hein. C'est pas parce que, mais c'est parce qu'il montre la Russie. C'est parce qu'il faut boycotter la Russie, parce qu'il faut bloquer la Russie, il faut l'étrangler, il faut l'arrêter, qu'on est obligé de punir ces gens-là, malheureusement. Mais c'est pas contre le sportif en lui-même. Mais oui, mais après ça va être Mais c'est très injuste. Oui. Comme les nazis, enfin comme les Allemands que pendant les guerres mondiales. Après, les Allemands, on les voit comme des nazis, comme les Allemands, c'est un Allemand. Ou... Enfin, on sent que parfois, il y a un peu ce sous-entendu qui reste. Et donc, je pense que si on commence à faire ça avec des sportifs qui sont pour rien à la guerre, je pense qu'on va tomber dans ces mêmes clichés. Et que du coup, ils vont être pointés du doigt, alors que c'est leurs dirigeants qu'il faut pointer du doigt. Pas eux directement, parce qu'ils y sont pour rien. Le seul truc qu'on peut leur reprocher, c'est qu'ils soient russes, et ils y sont pour rien. Donc... c'est pas quelque chose qu'on peut, pas reprocher à quelqu'un d'être français, d'être russe. C'est des hommes. Ouais. Alors, première leçon que je viens de recevoir, première leçon. Vous voyez, les jeunes ne pensent pas comme nous, ils pensent différemment, ils sont à la limite plus humains que nous. Et je voulais conclure cette émission en vous donnant la parole et surtout en vous donnant l'occasion de nous donner une leçon d'espoir afin de repartir d'ici, de ce studio, en disant il y a la guerre, mais on va s'en sortir. Parce que là, le premier chapitre, vous l'avez abordé, vous m'avez donné une sacrée leçon. Ne pas discriminer un homme parce que, voilà, je suis pas convaincu parce que je suis têtu, mais chapeau de penser ça. Je dois rester humble par rapport à vous puisque vous êtes plus intelligent que moi, quoi. Et que la majeure partie des couillons comme moi qui dit non, faut les exclure, faut tout ça. Ouais, vous êtes des terriens, humanistes et c'est beau. Maintenant, donnez-moi, en conclusion, tu vas commencer Christophe et tu finiras Clémence. Donne-moi un message d'espoir et d'amour par rapport à cette situation dramatique que l'on vit. Philosophe un peu là-dessus. Et avec tout le respect et toute l'humilité dont je peux faire preuve, on soutient tous les Ukrainiens, hein. Toutes les personnes sur Terre les soutiennent. On s'abaisse devant leur courage, devant leur fait d'armes, et on espère que ce conflit se terminera vite, un peu comme un feu pris qui n'a plus d'oxygène, que Poutine se fera étranglé par sa population et qui se révoltera au bout d'un moment parce que c'est inadmissible et c'est impensable. Ma chère Clémence, à toi revient l'honneur de conclure cette émission, qui est certes dramatique, mais il faut quand même y donner une pincée d'amour, de sourire, et avec ton charme et ton joli visage, éclaire les gens qui t'écoutent. Vas-y. Qu'est-ce que penses-tu de tout ça? Qu'est-ce que tu peux nous dire pour nous rassurer? Alors, pour rassurer, enfin, là, je suis pas je suis un peu dans cette optique-là, mais dans un sens, je trouve ça tellement aberrant, ces conflits, tout ça, soit pour l'argent, soit pour le pouvoir, pour le désir de conquérir. Je trouve ça juste affreux. Et je suis plus... je suis un peu ma guerrière, entre guillemets, parce que j'ai
je suis en colère. Je suis en colère contre ces gens-là qui détruisent et qui sont juste égoïstes et qui croient qu'ils sont tout pouvoir et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais oui, soutenons les Ukrainiens et les Russes aussi, parce qu'ils y sont pour rien, les pauvres. La seule chose qu'on peut leur reprocher, c'est d'être russes, et ils y sont pour rien. Donc, il faut rester tolérant aussi, et tolérant, compréhensif, humble, et de garder cet amour tout en restant lucide. Mais merci de nous avoir éclairé de votre intelligence juvénile, la vie de l'ado. Vous avez une vie, et cette vie, vous avez donné un avis. C'est ce que pense l'intégralité ou la majeure partie des gens de votre âge, de vos âges, en principe, ce que vous venez de dire là. C'est ça? Parce que vous en parlez au lycée avec vos profs, c'est un peu ce que pense, c'est le reflet de ce que pense notre jeunesse, c'est ça? Ben, elle est en bon chemin, que la paix soit avec vous, et à la prochaine émission. Au revoir. Merci, au revoir.